L'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité au travail dit que l'employeur a l'obligation de fournir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Je conclue toujours à tout point de vue pour faire quelque chose de très wrap-up. L'article est plus long que ça. Mais oui, c'est sûr, si on pense par exemple aux vagues de chaleur, on a une augmentation des vagues de chaleur l'été. Ça se traduit par une exposition aux contraintes thermiques. Dans mes très jeunes années de préventionniste, ceux qui étaient affectés plus par ça, on parlait plus des travailleurs qui étaient saisonniers, les travailleurs dehors, les agriculteurs, puis à la limite aussi les travailleurs des fonderies ou les gens qui travaillaient dans le plastique. Mais là, depuis les 5 dernières années, puis on sait que c'est les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées par l'homme, c'est une discussion qu'on voit dans d'autres entreprises qui étaient pas nécessairement affectées par ça avant. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, on reçoit Marie-Ève Champagne, qui est la présidente ou la fondatrice de Nucléi Conseil, qui est aussi spécialiste en santé, sécurité et mieux-être en milieu de travail. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà. Marie-Ève est très connue du réseau des ressources humaines. C'est quelqu'un qui a une expertise vraiment niche. C'est comme la référence un peu quand on parle de santé et sécurité au travail. Et j'ai eu la chance d'échanger avec elle quelques fois récemment. Donc, je l'ai invitée évidemment au podcast. Dans nos échanges, aujourd'hui, on ne parlera pas tant que ça de santé et sécurité au travail. En fait, on a rapidement parlé d'impact social puis d'éco-anxiété même. Puis évidemment, Marie-Ève étant une professionnelle en SST, elle voit ça à travers ses yeux de spécialiste, puis elle voit les risques associés à la santé et à la sécurité des employés, puis comment les changements climatiques vont transformer un peu notre industrie. Donc, on trouvait ça intéressant d'aborder ce sujet-là ensemble. On n'en parle pas beaucoup, c'est pas des choses là, qu'on entend normalement, puis j'aimais beaucoup ce point de vue-là. Donc, sans plus tarder, je vais évidemment vous mettre tous les liens vers les profils de Marie-Ève si vous voulez en savoir plus, en lire davantage sur ce qu'elle fait. N'oubliez pas aussi de nous donner 5 étoiles au passage si vous nous écoutez sur iTunes. Je vais mettre tous les liens vers le descriptif de l'épisode. Puis abonnez-vous au podcast pour rien manquer de la sortie, peu importe la plateforme où vous l'écoutez. Donc là-dessus, on s'en va rejoindre Marie-Ève Champagne de Nucléi Conseil. Allô? Salut! Mon Dieu! Mais c'est vrai, c'est tellement sincère. Écoute, Marie-Ève, je suis hyper contente. Puis en plus, on a un sujet qui nous allume vraiment toutes les deux. Avant qu'on plonge dedans, je veux parler de toi puis de ton expertise rapidement. Chez Nucléi Conseil, ce que vous faites, ce que tu fais, c'est de la santé et sécurité en milieu de travail. Donc, tu es vraiment une spécialiste là, en SST. Tu vas dans les organisations, tu les accompagnes pour réduire les risques de blessures physiques, tout ça, mais tu touches vraiment ça d'un point de vue de la santé globale des employés. Right? J'ai bien compris ce que tu fais dans la vie. Tout à fait. À un niveau physique, à un niveau psychologique, ce que je m'emploie à faire, c'est de changer les lunettes des gens sur la santé de leurs employés. Mon dada, c'est que je m'intéresse à tout ce qui rend les employés malades. Exactement. Donc, tu essaies de trouver des solutions pour que ça cesse ou que ça se réduise. Puis une des premières, je pense que c'est même la première fois qu'on s'est parlé, rapidement, on s'est mis à parler de nos valeurs sociales qu'on a toutes les deux, puis de l'importance là, que l'écologie a dans nos vies, tout ça. Puis on a parlé d'éco-anxiété ensemble, parce que reste que l'éco-anxiété, c'est un stress psychologique, c'est un stress qui peut rendre aussi les employés malades. Puis on savait pas trop où ça irait, mais on a décidé qu'on enregistrerait peut-être un épisode pour en jaser ensemble. Que c'est ce qu'on propose aux auditeurs aujourd'hui. Je suis super contente d'en parler avec toi. Premièrement, as-tu le goût de définir un peu c'est quoi l'éco-anxiété, mettons, en général? L'éco-anxiété ou la climato-anxiété qui est générée par les changements climatiques, c'est, dans des mots très simples, c'est vivre dans l'attente d'un désastre environnemental.
On sait que pour le cerveau, l'information pertinente, on va citer Sonia Lupien, l'info pertinente, c'est toujours l'info qui est menaçante. On le vit depuis le début de la pandémie, là, notre cerveau détecte des menaces tout le temps. Puis quand le focus, comme les plus jeunes générations, oui, ça se contamine vers les autres générations, mais surtout, on va l'observer, disons, surtout chez les millénials, sont très, très, très sensibles à ça. Donc oui, c'est une menace qui leur est pitchée constamment en pleine face. Fait que se retrouve en stress chronique. Un stress chronique, ça use les ressources. Tu l'as nommé, tu as parlé de Sonia Lupien, qui est l'auteure du livre Par amour du stress. Puis quand on s'était parlé la première fois, je me souviens, je l'avais noté, tu vulgarisais super bien les 3 réactions qui sont possibles d'avoir face au stress. Je pensais qu'on en parlerait plus tard dans l'épisode, mais j'ai le goût qu'on en parle parce que je trouve que ça met bien la table sur l'espèce de cul-de-sac là, qu'on peut ressentir des fois quand on vit avec un stress comme l'éco-anxiété. Donc, vas-y donc. Ben, c'est que où tu peux figer complètement, ce qui est une réaction. Tu peux fuir ou tu peux te préparer à te battre. Puis, tu sais, dans une de ces réactions-là, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a le déni. C'est gros. On ne sent pas qu'on a du pouvoir d'agir là-dedans aussi. Puis, c'est une des choses qui rend un petit peu c'est tout le drame là-dedans, c'est qu'on a les 2 mains attachées par les actions des autres. On est tous dans le même bateau. Puis, quand tout le monde, quand c'est pas tout le monde qui comprend, quand il y en a qui sont dans l'inaction, ben c'est sûr que ça a des répercussions sur l'entièreté de la chose. Tu sais, je peux pas juste moi décider de faire mon petit bout de jardin en fin de semaine et de dire, bon, ben moi, j'ai sauvé mon petit bout de planète à moi. C'est la planète de tout le monde. Fait qu'il va falloir que tout le monde se retrousse les manches puis se mettre les 2 mains dans la terre si on veut s'en sortir. Fait que t'as raison de dire qu'il faut que tout le monde doit se retrousser les manches, tu sais, puis les entreprises aussi, évidemment, ça les touche, c'est quelque chose qu'on vit individuellement, mais qui a des répercussions là, d'entrée de jeu sur les organisations. Oui, parce que, tu sais, quand on disait qu'on est tous dans le même bateau, ben, on vit tous en société, puis les entreprises sont aussi dans la société. Les travailleurs, c'est des citoyens du monde aussi. Puis, on sait que les changements climatiques, ça va avoir des effets aussi sur la santé et sécurité, comment on va gérer la santé et sécurité un peu plus dans l'avenir. Il y a une étude de l'IRSST qui a été financée en fait par l'IRSST en 2012 qui a recensé les impacts des changements climatiques sur la santé et sécurité, mais à un niveau québécois. On le mettra sur la page. Là. Mm-hmm. Dans le fond, ce qui retraçait principalement au niveau des maladies physiques, c'est les 5 catégories de danger. Vagues de chaleur, polluants de l'air, rayonnement UV, événements météorologiques extrêmes, maladies vectorielles transmissibles et zoonoses. Les zoonoses. OK. Ça a rapport avec la couche d'ozone, le zoonose? Ou? Zoonoses, ce sont des maladies qui sont transmissibles par les animaux. Si on se parle aujourd'hui en mode virtuel... C'est-tu parce que le monde est impacté? Mon Dieu, pas impacté. A subi l'impact d'une zoonose? Oui. Puis on sait qu'il va en avoir d'autres. Fait que ces changements physiques-là amènent des effets sur la santé des gens. Ça peut amener des effets aussi sur la sécurité des gens. C'est, disons, si on fait affaire à j'y vais dans l'extrême, là, des inondations, des tornades, ces choses-là. Mais c'est sûr que ça a des effets aussi sur la santé psychologique des gens. L'anxiété qui est amenée par ça aussi. Oui, puis tu sais, j'ai le goût de prendre un pas de recul parce que quand tu as nommé les facteurs de risque là, qui ont été identifiés par l'IRSST qui sont liés au changement climatique, dans le fond, en ce moment, dans les organisations, j'imagine que c'est quelque chose que vous faites, identifier les facteurs de risque, puis il doit y avoir un certain niveau de gouvernance ou d'obligation législative là, qui est reliée à évaluer les facteurs de risque. Je connais pas ton métier, mais j'imagine qu'il y a comme, on n'a pas le choix de passer un peu par là puis d'en faire l'évaluation. L'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail dit que l'employeur a l'obligation de fournir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Je conclue toujours à tout point de vue pour faire quelque chose de très wrap-up. L'article est plus long que ça. Mais oui, c'est sûr, si on pense par exemple aux vagues de chaleur, on a une augmentation des vagues de chaleur l'été. Ça se traduit par une exposition aux contraintes thermiques. Dans mes très jeunes années de préventionniste, ceux qui étaient affectés plus par ça, on parlait plus des travailleurs qui étaient saisonniers, les travailleurs dehors, les agriculteurs. Puis, tu sais, à la limite aussi, les travailleurs des fonderies ou des gens qui travaillaient dans le plastique. Mais là, depuis les 5 dernières années, puis on sait que c'est les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées par l'homme, bien, c'est une discussion qu'on voit dans d'autres entreprises qui étaient pas nécessairement affectées par ça avant. Fait qu'on le voit déjà. Puis gérer des contraintes thermiques, ça vient avec des pauses
des pauses de chaleur. Ça réduit significativement la productivité, puis ça peut affecter directement. On peut mourir d'un coup de chaleur. Effectivement, ça peut être très dangereux. Fait que, comme employeur, ça veut dire, dans le fond, que déjà, toi, tu observes que ça a un impact, dans le fond, sur les mesures de prévention qu'il faut que les employeurs prennent. Puis est-ce que, là, on a parlé aussi du côté, tu sais, psychologique, là, tu sais, l'autre aspect. Est-ce que, premièrement, y a-t-il des normes? C'est la norme sur la santé et la sécurité psychologique au travail, c'est une norme qui est canadienne. C'est ça. C'est sûr aussi que tu as entreprise en santé qui va se préoccuper de santé générale, de façon plus générale. Tu as tout ce qui est réglementation en santé et sécurité au travail. Fait que là, dans le fond, puis ça, c'est des réglementations obligatoires ou c'est des normes comme des best practices qu'il faut suivre pour l'instant? C'est d'adhésion volontaire. Au contraire de la réglementation où c'est un plancher et tu es obligé de la suivre. Sinon, tu peux te faire taper sur les doigts. OK. C'est ça, la norme, c'est pas obligé, mais tu as quand même des bonnes pratiques à l'épuiser dedans. Tu as plusieurs outils quand on parle de santé psychologique au travail. Oui, puis reste que je pense que dans la plupart des entreprises, sans souci, on a comme plus le choix là, de s'en préoccuper pour être un bon employeur, un employeur responsable, puis pour que les gens aient envie de travailler chez nous, puis qu'ils soient, qu'ils demeurent bien productifs, puis faire de la prévention, puis tout ça. Au point de vue, mettons, parce qu'on peut pas vraiment passer à côté de la pandémie, là, avant aussi de continuer avec l'éco-anxiété, qu'est-ce que tu observes dans les organisations comme facteur de stress ou de facteur de risque au niveau de la santé des employés qui est relié avec la pandémie, mettons? Dans les facteurs, là, c'est sûr qu'on tape directement dans les facteurs de risque psychosociaux. C'est pas nouveau. C'était là avant la pandémie. Dépendamment de où tu te situes sur ton milieu de travail, nos télétravailleurs vont souffrir d'isolement, perte de contact avec les autres. C'est sûr aussi qu'en ce moment, tout le monde sent une grosse perte de contrôle. Si on se réfère encore une fois au ciné de Sonia Lupien, ciné, le C pour manque de contrôle. Personne n'a de contrôle sur ce qui se passe. C'est imprévisible. Les mesures sanitaires, là, on commence, en date où on se parle, on commence un timide déconfinement de notre deuxième vague. Est-ce qu'on va retourner encore en confinement plus sévère? Couvre-feu, c'est obligé pour tout le monde. Fait que ça, c'est sûr que de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, de ne pas avoir le pouvoir d'agir, ça affecte le niveau de stress que tu rencontres. De crainte pour sa santé, sécurité, il y en a qui ont des gens immunosupprimés à la maison, qui sont quand même, doivent rentrer au travail à tous les matins, puis se demandent s'ils ne vont pas le ramener le soir même, le virus, puis que ça va être la débandade après ça, que leur monde va s'écrouler parce qu'ils l'ont donné à leurs êtres chers. C'est gros, ça, pour quelqu'un, là. C'est énorme, là. Oui, sans compter tous les les effets aussi par ricochet, là, que tout ça peut avoir, là, l'isolement, les gens qui perdent des proches puis qui peuvent pas vivre leur deuil correctement. En ce moment, je sais pas si toi, tu l'observes, mais moi, je vois vraiment... Chez beaucoup de mes clients, on dirait que les gens ils ont comme le moral à terre, sont un peu découragés, puis c'est sûr que ça a des effets majeurs là, sur la productivité de l'entreprise, puis juste aussi... Même s'il n'y en avait pas d'effet sur la productivité de l'entreprise, reste que ça a des effets sur les humains. Fait que ne serait-ce que par bienveillance ou conscience morale, je pense qu'il faut s'en préoccuper puis s'y attarder. Puis tu sais, ce que tu me disais d'entrée de jeu, c'est que la pandémie, c'est comme pas une bonne pratique. Mais on sait que pour plusieurs raisons, les changements climatiques, ça amène une perturbation de notre environnement. Puis c'est juste avant Noël, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui mentionnait que ça ne serait pas la pire. Il disait, et je cite, « La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine seront vouées à l'échec si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal. » Organisation mondiale de la santé. Oui, puis ça fait juste écho à tout ce que les spécialistes en environnement nous disent depuis des années. Mais mettons qu'on revient à ce qu'on peut faire, nous. T'sais, on parle tout le temps de qu'est-ce que, comme individu, on peut faire pour améliorer les choses. On parle pas beaucoup des organisations puis de leur rôle à jouer dans je dirais, les changements, pas dans les changements, mais dans
dans la protection de l'environnement, finalement, puis dans la gestion de l'éco-anxiété aussi. Fait que toi, est-ce que tu réfléchis à ça? Tu penses que c'est quoi le rôle des organisations là-dedans? Bien, c'est des acteurs sociaux majeurs. C'est sûr que les changements aussi vont passer par ces acteurs-là. Moi, j'ai toujours maintenu aussi que les organisations avaient un devoir d'éducation aussi, puis d'action dans la société. Ce ne sont pas encore une fois, on est tous dans le même bateau. Ce ne sont pas ce qui affecte la société va les affecter aussi. Fait qu'en agissant déjà sur leur carré de sable, en réfléchissant à leurs pratiques, ça peut amener des belles prises de conscience, puis ça peut amener aussi des beaux changements. Tu sais. Je lisais que 40% des émissions de gaz à effet de serre au Québec, c'était le transport. Déjà en favorisant d'une certaine partie le télétravail. Le télétravail, c'est pas magique parce qu'on a quand même des dépenses énergétiques en télétravail. On a quand même, ça amène quand même son lot d'émissions de gaz à effet de serre, mais en réduisant le transport, en repensant en repensant ce qu'on fait déjà, puis en écoutant aussi les employés. Les employés font le travail, les employés voient des belles pistes d'amélioration, ils voient ce qui est possible de faire. Puis si vous avez des employés qui sont conscientisés par l'environnement, ouvrez la discussion avec eux, ils vont avoir des belles choses à vous apporter à table. Il y a aussi des entreprises qui obtiennent des certifications LEED, BOMABES, des bâtiments éco-énergétiques. C'est démontré par les études que les employés sont plus productifs, sont plus motivés, ont une perception plus positive de leurs employeurs aussi. Puis oui, ils sont plus en santé. En ce moment, là, est-ce que tu l'observes, tu vois, est-ce qu'on est rendu là, disons, tu l'as dit que tu as commencé à affecter ton métier, tu as parlé là, notamment là, au niveau je me sais plus comment tu l'as dit, là, des coups de chaleur là, qui peuvent arriver à cause justement des changements climatiques et des hausses de température. Est-ce que tu observes que l'éco-anxiété contribue, disons, à l'anxiété de manière générale chez les employés? Est-ce que tu sens finalement que la menace des changements climatiques ou les changements climatiques eux-mêmes ont des répercussions à l'heure actuelle ou on est plus dans de l'anticipation de ce qui s'en vient? La santé psy, c'est encore... La discussion, elle a avancé, elle a fait des bonds de géants en 1 an. À ce stade-ci, l'année passée, à pareille date, là, la discussion sur la santé psy était radicalement différente. C'est encore tabou. L'éco-anxiété, c'est encore tabou. Moi, je ne l'observe pas. Ce n'est pas une discussion qu'on a nécessairement sur les milieux de travail. On va parler de comité vert, on va parler d'initiatives environnementales. Je pense que dans la dernière année, par contre, la pandémie a un peu éclipsé ces discussions-là, malheureusement. Puis on va se reparler de l'impact des masques aussi sur nos écosystèmes. Mais moi, je le vois plus dans ma vie personnelle. Les plus jeunes générations sont affectées, mais les plus vieilles générations tendent l'oreille. Ouais. Ça, c'est beau à voir. Je suis d'accord avec toi. Peut-être dire, on va se reparler de l'effet des masques. Vas-y donc, parce que moi aussi, j'étais quand même choquée quand tu m'as nommé cette statistique-là. Ben, nos masques de procédure qui nous permettent de continuer à fonctionner puis qui nous protègent, ce ne sont pas des masques de papier, c'est fait en thermoplastique et ça prend 450 ans à se décomposer dans la nature. Quand même, hein? On travaille à la réduction et à l'élimination du plastique. On pensait à notre continent de plastique dans le Pacifique. Hello! Mais là aussi, on va avoir un autre niveau de catastrophe environnementale. Oui, puis c'est un peu ça que je parle avec beaucoup de gens qui font, mettons, de la gestion en développement durable ou, tu sais, autant au niveau avec les entreprises que dans le milieu plus politique citoyen. Puis le son de cloche, c'est tout le même un peu. C'est que, comme tu as dit, on dirait que les discussions ont été comme parquées de côté à cause de tout ce qu'on vit. Puis c'est humain, là, dans le sens où, tu sais, à un moment donné, c'est dur d'attaquer un grand chantier quand nos vies puis notre société sont complètement bouleversées, mais reste que en ce moment, on pelte un peu par en avant. Mm-hmm. Puis c'est tough à dire parce qu'il faut pas non plus tomber dans le manque d'espoir puis de se dire, bon, ben là, la pandémie, c'était rien, on n'a rien vu, puis ça va continuer à être difficile comme ça pour toujours, là, tu sais, faut pas tomber là-dedans, mais en même temps, je pense qu'il faut pas non plus je sais pas ce que tu en penses, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable puis attendre la fin de la pandémie. Je pense qu'il faut se re-questionner sur comment on vit. Puis la pandémie, c'est peut-être un bon moment d'arrêt, tu sais, pour faire ça dans nos vies personnelles, mais dans les organisations aussi, puis même à l'échelle sociale, là. Bien, j'étais contente de voir que c'était l'Organisation mondiale de la santé qui amenait
qui braquait la lunette là-dessus. Puis, tu sais, dans la vie, c'est ça que je fais, moi, conscientiser les gens au risque. Je prends ce qui est immatériel, puis j'essaye de le rendre un petit peu plus matériel. Fait que, tu sais, prêcher dans le désert, j'ai l'habitude. Ce qui fonctionne, c'est quand on est capable de... Ben, en fait, un être humain ne percevra pas un risque comme étant pertinent ou réel tant que, si on y en parle, il n'est pas capable de le relayer dans un délai de 6 secondes à quelque chose qu'il a vécu ou qui est ancré dans son quotidien ou qui est arrivé à quelqu'un qu'il connaît. Fait que déjà là, si on parle de changement climatique puis que c'est juste global, ça, tu sais, dans nos sociétés nord-américaines, la désertification, on va peut-être faire moins fret en hiver. On va avoir des hivers qui vont s'allonger. On va avoir des épisodes climatiques un peu plus intenses, plus de tempêtes saisonnières puis ces choses-là. Fait que ça amène un changement, mais il faut l'amener aussi dans le quotidien des gens. Ouais. Que c'est pas juste quelque chose qui flotte dans l'air, mais ça a des effets dans nos vies. Puis, tu sais, quand tu disais que les gens se disent, ben, tu sais, peut-être, c'est pas clair, c'est pas concret, pour eux, comment on va le vivre, ça me fait penser aussi que j'ai l'impression même que de parler d'éco-anxiété, c'est encore perçu comme bon, check l'éco-anxieuse, tu sais, comme si c'était quelque chose de... tu sais, quelqu'un qui s'en fait pour rien, là. Des fois, là, dans certains milieux où, tu sais, je suis pas sûre que c'est tout le monde qui est rendu à la même place dans la société pour légitimer l'éco-anxiété, là. Non. Tu me fais signe non, la tête. Non, puis tu sais, même notre milieu, ce qu'on consomme, puis on le vit avec nos milieux, avec la pandémie, l'infobésité, puis ces choses-là. Allô, Yarlédis? Puis ces choses-là, puis tu sais, on peut se parler de conspirationnistes aussi. Nos sources d'information ne sont pas les mêmes. Fait que c'est sûr que ça va shaper notre perception. Puis tu vois, je lisais une statistique qui disait que autour de 2016, c'était 74% des démocrates qui étaient préoccupés par les changements climatiques contre 27% des républicains. Wow, ça montre... Ben, puis je dis wow, mais c'est pas surprenant non plus, là, mais ça montre qu'on a politisé carrément cette vision-là. Puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, tu sais, qui sont dans... Tu sais, on parlait des 3 réactions tantôt, là, face au stress, puis il y en a une qui était un peu le déni. C'est un peu comme si le déni devient une opinion politique, des fois, tu sais, puis qu'on se dit, ben... Tu sais, moi, je vais suivre tel politicien parce que lui, il croit pas au changement politique, changement climatique, puis ça, ben, ça me réconforte dans le fait de pas vouloir affronter ça, là. Écoute, je suis pas spécialiste, là, puis je fais peut-être des petites théories à Saint-Saëns, mais je serais pas surprise qu'il y ait un lien, tu sais, dans les allégeances, entre les allégeances politiques puis la réaction que les gens peuvent avoir au stress, là. Billet de confirmation? Oui, ben oui, tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est comme plus... On va aller vers je vais dire les gens, les sources d'information, les organisations qui vibrent ou qui résonnent au même diapason que nous. Pareil, comme il y a des gens qui vont être très touchés par l'épisode de podcast qu'on est en train de là, puis il y en a d'autres qui ont déjà arrêté de l'écouter parce que ça les rejoint pas. Mm-hmm. Mais après ça, je pense que ce qui est important de faire aussi, parce que tu sais, c'est gros, on se sent démuni, comme on l'a dit, on a les 2 mains attachées par l'inaction des autres, mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petit nous à nous? C'est de parler de solutions puis d'entrer en action. Puis on l'a vu aussi avec le stress, le pouvoir d'agir, c'est grand. De se mettre en action, c'est gros, c'est beaucoup. Puis il faut commencer par quelque part, puis il faut commencer par ramasser le déchet, il faut commencer par se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon quotidien? Puis comme organisation, il faut ouvrir cette discussion-là aussi. Tout à fait. Puis idéalement, il faut l'attacher de façon transversale dans l'organisation parce que je pense que c'est pas quelque chose qui devrait être juste dans la cour des RH. C'est pas quelque chose qui devrait être juste dans la cour des personnes tu sais, qui sont liées, dans la cour, c'est quoi je voulais dire, des comités, disons, là, d'impact social ou tout ça, là, tu sais, où des fois, il y a des gens, on met comme une couple de personnes dans une salle, on leur demande de remplir des papiers, puis on check des listes, là, tu sais, pour dire qu'on est conforme puis qu'on est correct du point de vue investissement. Je le formule mal, mais bref, reste qu'il faut que ça soit, c'est ça, une discussion, je pense, qui est transversale. Puis ton métier à toi, c'est sûr, c'est proche des ressources humaines, là, santé, sécurité au travail, mais reste que, tu sais, c'est une petite niche. Moi, je fais beaucoup de rémunération globale, puis je vois plein de liens à faire aussi
entre la responsabilité sociale, le développement durable, puis la rémunération globale. Fait que je suis convaincue que chaque individu dans son métier a comme un petit bout ou une petite partie de l'équation, puis que si on se met ensemble, ben on va trouver des solutions à l'échelle de l'organisation. Je sais pas ce que t'en penses, là. Je le pense. Je pense aussi que ça doit être l'effet d'une communication bidirectionnelle parce que les changements, oui, on a des acteurs de changement qui peuvent qui peuvent se relier dans l'entreprise puis qui peuvent initier un mouvement, mais le vrai changement, il vient d'en haut. Là, je fais pas référence à une entité quelconque au paradis, là, mais le changement, il vient d'en haut, il vient de la haute direction. Est-ce que la haute direction va prêter l'oreille au comité vert, à ce mouvement-là, à cette concertation-là, ou va passer rapidement au prochain meeting en disant, bon, ben nous, ça ne nous touche pas, ou c'est pas notre réalité, ou c'est pas notre priorité dans l'instant. Mais la réalité, c'est que si on le vit avec la pandémie actuelle, c'est la réalité. Ça va devenir la priorité de tout le monde si on veut pouvoir continuer à fonctionner. On l'a vu, là, à quel point ça avait de l'impact dans notre quotidien. Oui, puis quand les choses ont de l'impact, puis que les choses deviennent plus concrètes, ben la beauté de ça, c'est que on se met plus en mode solution, puis les gens sont peut-être plus prêts à agir. Donc, on va espérer qu'on aura appris un peu de la pandémie, puis que ça va nous avoir donné des outils pour se donner le droit de repenser les choses, de repenser à nos façons de travailler, de repenser à comme le rôle de l'organisation dans la société. Marie-Ève, écoute, je suis vraiment contente qu'on ait eu cette discussion-là ensemble ce matin. Tu sais, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent là, dans le milieu des RH. Je pense que, tu sais, il y a encore beaucoup à dire, probablement, beaucoup à explorer. Je suis convaincue que tu vas continuer de ton côté à y réfléchir puis à explorer là-dessus, comme j'essaierai aussi de le faire dans le cadre de mon métier. J'ai envie qu'on plug tes projets aussi avant de finir parce que t'es comme hyper active puis tu fais plein d'affaires. Là, t'es prof. T'es rendue chargée de cours. Je suis une prof! Ben oui. Oui, j'ai une charge de cours à l'université en santé sécurité au travail. Les projets, ben c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, on se parle beaucoup de mesures COVID puis on se parle beaucoup de santé psychologique. Là. Quand je te disais que la discussion elle a radicalement changé, si on peut avoir ce leg-là de la pandémie, de garder un petit bout de positif, ben c'est plate, les drames qui ont engendré cette discussion-là, mais j'aime qu'on puisse en discuter plus ouvertement maintenant, puis on se donne le droit de le dire aussi, ça ne va pas. Ouais. Puis ça, je pense que c'est la première étape parce que la stigmatisation était grosse. On parlait pas, c'était tabou, on n'en parlait pas beaucoup, mais là, ben maintenant, c'est les ponts se font un peu plus facilement. Ben, t'as raison de dire que dans toute crise, il y a des avancements. Puis merci de contribuer à la réflexion. Je vais inviter les gens aussi à te suivre sur LinkedIn parce que tu es très active, tu publies souvent du contenu intéressant. Surtout dans les auditeurs, là, les gens qui sont à RH, là, probablement qu'ils te connaissent déjà. Tu es quand même une incontournable du LinkedIn. Fait que merci Marie-Ève. Écoute, on se reparle. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt, Sarah. Merci encore beaucoup. Là. Bye bye.